Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. La dernière ligne droite pour créer la surprise. Votre campagne spectaculaire aujourd'hui avec les hologrammes dans 11 villes, on va en reparler. Votre refrain du vote efficace, la bataille des classes populaires, l'écologie, la fin du monde, la fin du mois, le blocage des prix, les retraites. Oui. Autant de questions qu'on va essayer d'aborder. Commençons quand même par le contexte. Il y a 5 ans, vous étiez monté en flèche dans les ultimes lacets, pour reprendre l'image du Tour de France. Cette semaine, vous êtes encore dans le sprint. Mieux placé ou non? Et sur quel thème il peut y avoir la différence? Pouvez-vous faire la différence? Ça dépend du degré d'intérêt que les gens vont apporter à l'élection. Elle a eu du mal à se mettre en route. On est encore un peu décalé par rapport aux effets de 2017, mais ça y est, c'est parti. Et oubliez jamais que c'est la France, c'est pas le Danemark ni la Suisse. Donc c'est un peuple de passion. Ouais. Et nous sommes à peu près dans les étiages de 2017 pour ce qui est de l'intérêt pour l'élection. En plus, il faut admettre que 2 événements aussi énormes que Covid et la guerre, ça a un peu tendance à aplatir. Bah oui, mais disons que tout le monde est un peu sidéré par les événements, rentre en lui-même, se demande quoi penser. Mais en même temps, c'était des magnifiques dossiers, donc ça a permis de s'exprimer sur des sujets qui, le reste du temps, passionnent pas, quoi. L'international, les services publics, on a toujours beaucoup de mal à en faire parler. Oui, alors vous réclamez un vote efficace. Vous allez chercher quels électeurs? Jadot, Hidalgo, qui vous reprochent, par exemple, d'être ambigu sur la Russie, puisque vous l'avez évoqué. Oui, ça fait partie des... Imaginez-vous que je fasse pareil. Je pourrais. Je n'ai jamais appuyé d'aucune démonstration, ni de rien. Simplement, j'ai été et je suis non aligné, et donc je suis très vigilant sur l'ordre du monde. L'international est un sujet qui m'anime toute l'année. Dans les causes de la guerre en Ukraine, il y a maintenant plus de 10 ans que je dis attention, ça va mal tourner avec cette histoire d'OTAN en Ukraine. Après, je ne suis pas aligné, donc j'ai dit les États-Unis mettent pas l'OTAN et les Russes passent pas la frontière. Les Russes ont passé la frontière à 5h30 du matin, à 7h, j'ai expliqué, c'est intolérable, c'est insupportable. Et ce voilà. qui se passe actuellement encore aujourd'hui avec les crimes. C'est pire. Non, maintenant ça a franchi un seuil parce que nous sommes maintenant dans des tueries qu'on appelle des crimes de guerre, à supposer que la guerre elle-même soit pas un crime, mais ce sont des tueries d'une sauvagerie absolue, des gens qui ont eu de sang-froid, qu'on attache pour ça, certains qui sont torturés, même si je tiens à la règle de conduite qui est de dire attends que les informations soient vérifiées. Maintenant, les exemples sont tellement nombreux qu'on a compris. C'est vraiment du crime de guerre, c'est intolérable et ça ne doit pas être toléré. J'espère qu'il y aura le moment venu des sanctions. Ça va pas être simple parce que les gens doivent savoir que l'ONU ne peut juger que des États. Le seul tribunal international qui peut juger des personnes, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine n'ont signé la convention qui l'institue. Ça va donc pas être facile d'y envoyer les responsables. Venons-en à un gros dossier, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous positionnez comme le candidat encore plus écolo que les Verts. Il y a un nouveau rapport du GIEC qui sonne l'alarme. Est-ce qu'on peut raisonnablement se passer du nucléaire pour le bilan carbone, le réchauffement climatique? D'abord, je me lance pas dans une compétition avec le parti Europe Écologie Les Verts. Ils font leur travail, je fais le mien. Et pour être franc, je pense que tous les partis sont devenus des partis écologistes, plus ou moins, bien sûr. Certains de façade, d'autres essayent sincèrement. Et alors, c'est vrai, il y a une écologie de marché, et il y a une écologie plus bien commun et collectiviste, qui appelle à une rupture avec le système économique qui saccage la nature. Voilà. Alors, pour votre question sur le nucléaire, ma conviction est que le nucléaire, c'est pas une affaire idéologique, c'est une affaire très concrète. Le nucléaire est trop dangereux pour qu'on continue. D'autant qu'il ne nous rend pas indépendants, il n'y a pas d'uranium en France, d'autant que ça n'est pas une énergie si stable que ce qu'on dit, puisque, comme vous le savez, à l'heure qu'il est, il y a je ne sais combien de réacteurs. La moitié des réacteurs à peu près. Et puis ça va s'aggraver parce que les amis du nucléaire oublient ce détail, c'est que le changement climatique les concerne aussi. Et donc, si les rivières, comme c'est le cas, baissent de niveau, et si la température s'élève, eh bien on ne peut plus prendre de l'eau dans les rivières pour refroidir les centrales nucléaires. Donc, je les considère comme dangereuses. Et voyez-vous, ça n'a rien d'idéologique. Je demande aux gens de bien comprendre. Je suis candidat à la présidence de la République. Si je suis le président de la République, mon devoir est de me préoccuper du danger que ça représente s'il y a un incident, alors qu'il y en a déjà si souvent. Et deuxièmement, le président de la République est chef des armées. Je ne peux pas, surtout après les événements d'Ukraine, faire comme si je n'avais pas vu
que les centrales nucléaires sont des cibles et sont des enjeux de la sécurité du pays. Oui, mais dans l'immédiat et à moyen terme, il y a encore besoin d'énergie. Il nous faut une indépendance, une souveraineté, parce que vous êtes pour la souveraineté industrielle, alimentaire. Bien sûr. Donc on a besoin d'énergie pour produire. Oui, bien sûr. Et le nucléaire, pour l'instant, c'est ce qui permet quand même de garantir un peu. Mais non, personne n'a dit on va appuyer sur un bouton et il n'y a plus de. Non, mais bon, ça, je me vois pas appuyer sur. Ça prend 5 heures d'arrêter une centrale nucléaire, c'est rien du tout. 20 minutes un barrage, 5 minutes 5 heures pour une centrale. Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit de produire massivement des énergies alternatives, donc les outils de ces énergies alternatives. Ça veut dire la dizaine, la vingtaine de parcs d'éoliennes offshore à 20 bornes de la côte, pour qu'on puisse recueillir l'énergie dont on a besoin. Et puis aller chercher en mer le reste de l'énergie qui s'y trouve. Ça, il y a 66 fois ce dont on a besoin sur la Terre. Et à mesure qu'on monte en puissance d'un côté, on descend de l'autre côté. Mais personne n'a jamais dit qu'on allait comme ça appuyer sur un bouton, il n'y a plus de lumière. C'est ça, votre planification écologique. Mais j'ai enfin convaincu tout le monde. Il m'aura fallu, la première fois que j'en ai parlé, c'était en 2008. Vous n'avez qu'à faire le calcul, ça fait un moment. Donc ça y est, ils sont tous convaincus. Alors maintenant, il s'agit de savoir, c'est magnifique que tout le monde ait compris, même M. Macron, que vous ne faites pas changer une machine productive comme la France en claquant dans les doigts. Vous êtes obligé d'organiser, de vous occuper des formations, parce qu'on va produire autrement, des matières premières, des machines nouvelles. Ça prend de l'énergie, du temps. Il faut donc organiser. Voilà, organiser, c'est quand même, c'est pas si compliqué que ça. Oui, Jean-Luc Mélenchon, à propos d'Emmanuel Macron, il dit que vous mentez sur les retraites. On ne peut pas envisager le scénario d'une retraite à 60 ans. Il faudra le financer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que je le finance. Bien évidemment, on a même passé une soirée à ça. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de traiter de menteur ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, en tout cas, je ne le traiterai pas de menteur. Je pense juste qu'il ne s'est pas bien calculé, parce qu'il dit qu'il faut augmenter, partir plus tard à la retraite pour pouvoir financer le système des retraites et notamment le passage à la retraite minimum de 1 000 €. Alors il n'a pas calculé parce que lui dit qu'il va revenir au plein emploi. Ça veut dire que ça créera 800 000 emplois de plus. Ça veut dire que ça rapportera 6 milliards de cotisations. Or le trou est de 3 milliards. À quoi servent les 3 autres milliards? Alors en plus il fait un cadeau. Vous voyez, je ne le traite pas de menteur ni même d'affabulateur. Il fait un cadeau, dit-il, de 1 000 € pour chaque retraite complète, hein. Mais sauf que c'est déjà prévu dans la loi depuis 2003, donc il aurait pu le faire pendant les 5 années qui étaient celles de son mandat, sans que ça lui coûte le moindre effort. Sur l'apprentissage aussi à 12 ans, alors il vous a accusé de relayer des fake news quand vous avez évoqué ça lors du meeting. Attendez, bon, donc vous pouvez vérifier. Moi, je me suis contenté d'écouter la vidéo qui circulait où il répond à un gars qui est un restaurateur et il dit oui, et il parle de l'apprentissage dès la classe de 5e. La classe de 5e, c'est 12 ans. Oui, mais vous savez, c'est à travers en fait des petits stages pour découvrir. En fait, c'est pas de l'apprentissage en tant que tel, quoi. Mais c'est ce qu'il a dit. Si c'est autre chose, il faut qu'il dise ce que c'est. Mais on envoie déjà tous les jeunes gens en stage en classe de 3e et je suis déjà contre. Hein. Donc alors vous êtes d'accord pour envoyer votre gosse de 12 ans en apprentissage, même au stage, mettons, dans une entreprise. Alors vous êtes journaliste, vous connaissez du monde, sans doute que votre gamin, il va aller dans un endroit où il va être... C'est dur pour tout le monde aujourd'hui. Mais on est d'accord, quand on a 12 ans, on ne demande pas à un gamin de 12 ans d'aller découvrir le monde du travail, ça n'a pas de sens. Alors, je demande un peu de raison, et il faut comprendre qu'un enfant est un enfant et qu'il lui faut le temps de se construire. Et j'ajoute une chose, il est interdit, je sais pourquoi il a mal réagi, c'est parce que quelqu'un a dû lui dire, mais Mélenchon n'a pas tort, ce que j'ai raconté à Toulouse, vous n'avez pas le droit d'envoyer quelqu'un de 12 ans en apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Or, les conventions internationales interdisent qu'on envoie au travail avant l'âge de fin de la scolarité, c'est-à-dire 16 ans. Alors maintenant, il se mord les doigts, il ne sait plus quoi dire, il s'en prend à moi, mais moi, j'y suis pour rien. Il a qu'à dire, c'est pas du tout ce que je veux, et les gamins resteront à l'école. S'il s'en prend à vous, c'est bon signe pour vous, Jean-Luc Mélenchon, ou pas, non? Oui, je trouve que, pour être honnête, je lui en veux pas, parce qu'au moins, ça permet un débat. Plus finalement il s'en prend à vous, mieux c'est finalement, à quelques jours du premier tour. Non, mais si vous voulez, c'est bien qu'il y ait un débat. Bon, il a dit il faut envoyer l'apprentissage. Il n'y a pas de débat avec Emmanuel Macron. Maintenant, il dit non, je ne l'ai pas dit. Il l'a pas dit, on passe à autre chose. On peut passer à la retraite, on peut passer à l'enseignement professionnel, mais sur l'apprentissage, je ne vais pas le lâcher. Parce que c'est Madame Pénicaud qui a fait voter une loi sur le sujet, qui a tellement marqué l'opinion internationale qu'elle s'est pris une tôle aux élections pour le bureau, l'Organisation internationale du travail, c'est vous dire la réputation qu'elle a laissée derrière elle. Et elle a fait une loi sur l'apprentissage. Eh ben, on va en parler. Si M. Macron est d'accord pour qu'on en parle. Eh ben oui, mais il n'y a pas de débat.
Vous le regrettez, ça? Ben voilà, bon, je regrette, en même temps, je comprends, c'est habile de sa part. Il se dit, je vois pas pourquoi je vais aller faire un débat avec 12 personnes qui me tombent dessus. Je comprends que ça le... Vous auriez fait la même chose? Non, je ne dis pas ça, je n'y suis pas encore pour le savoir, et de toute façon, moi je ne ferai pas plus d'un mandat de président de la République. Par conséquent, je ne serai jamais concerné par ce type de problème. Bon, Mélenchon président, ce serait la fuite des riches ou pas? C'est-à-dire qu'ils auraient tort de s'enfuir, puisque de toute façon, je les rattraperai grâce à l'impôt universel, puisque dorénavant, je ferai comme les États-Unis d'Amérique. Vous pouvez aller même en enfer, je vous y retrouve, pour que vous payiez la part que vous devez à votre patrie, parce que comme disait Danton, on n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses chaussures. Donc, il faut payer sa part, c'est normal. Et les entreprises, oui, mais payer sa part et puis investir. Vous allez décourager, en fait, des patrons investisseurs, non? Non, je peux pas, parce qu'ils sont déjà totalement découragés. Voyez-vous, au cours des 10 dernières années, ils ont baissé de 70% l'investissement et augmenté de 5% leurs dividendes. Nous parlons là des grands groupes. Quant aux autres, non. Un patron normal, il est plutôt d'accord avec moi, parce qu'à chaque fois... Vous êtes l'ami des patrons? Des patrons, mais non, il y en a qui sont mes copains, d'autres non. Mais là, on traite de sujets économiques. Moi, quand je vois un patron, je lui dis, écoutez, je vous mets sur la table deux choses. D'un côté, une baisse d'impôts, de l'autre côté, le carnet de commandes rempli. Vous choisissez quoi? Il me dit le carnet de commandes, à tous les coups. Parce que, qu'est-ce qui motive un entrepreneur? C'est que son entreprise tourne. Donc, si vous voulez, c'est le coup classique des gros qui se cachent derrière les petits, le CAC 40 qui jette des larmes de crocodile en poussant devant les petits entrepreneurs ou les patrons d'entreprises moyennes. Vous voulez les rassurer ce matin aussi? Bon, les rassurer, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Non, mais les petits entrepreneurs, ceux qui investissent... Mais écoutez, moi, je vais leur dire, avec moi, vous allez produire des milliers de choses. Il va falloir vous retrousser les manches, parce que le problème qu'il y a avec moi, c'est justement qu'il va falloir bosser, et bosser beaucoup. On bossera tous moins. Ah bon? Évidemment. Ouais. Chaque travailleur travaillera moins, parce que le temps de travail doit revenir à 5 heures, mais tout le monde doit se mettre au travail, parce qu'il y a... Prix de chômage. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à faire dans ce pays? Bien sûr. Oui, alors justement, c'est donc pas la demande qui manque. C'est pourquoi moi je gouverne par les besoins. Je vous le redis, nous on remplit les carnets de commandes. Sur cette dernière semaine de campagne, alors vous avez de nouveau des meetings, ce soir à Lille, et puis votre opération des hologrammes dans 11 villes différentes. Alors ça c'est ce soir. Hein. Moi je suis à Lille et puis on transmet mon image, mon hologramme, dans 11 villes. Et puis le lendemain, il y a 40 meetings qui sont faits par des députés insoumis et des personnalités, et le surlendemain, encore 40 autres. Nous, si vous voulez, on fait campagne. Voilà, c'est que ça s'appelle on fait campagne. Alors nous, on fait campagne, on fait des réunions, on convainc. Si vous voulez, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est que... Et vous êtes fier des hologrammes, hein, de votre invention en fait de 2017. Personne ne l'a repris finalement. Oui, je sais pas pourquoi. Ils ont dû se sentir gênés. Ils ont dit ça va faire trop Mélenchon, on le fait pas. Bon, mais ils ont tort parce que c'est très confortable de faire 11 meetings en même temps. Oui. Alors, faut aligner du monde. Hein. Nous, on aligne 1000 personnes, sont des bénévoles, pour tenir toutes ces réunions en même temps. On dit que à peu près 30% des Français sont encore indécis. On a parlé d'électeurs à gauche tout à l'heure. Vous pouvez aussi en recruter dans le camp de la droite de Marine Le Pen? De tous les côtés. Si vous voulez, il faut qu'on s'habitue tous à une chose. Les étiquettes ont beaucoup perdu de leur sens depuis 10 ans, et en particulier depuis 2017. Donc maintenant, ça sert à rien de venir avec son joli petit collier de logo, de parti, ça sert à rien. Il faut dire aux gens, voilà ce que je vous propose. Et ils acceptent vos idées ou ils les rejettent. Mais il faut respecter le libre arbitre des personnes, leur capacité à comprendre toutes seules sans qu'on leur tienne la main. Donc là, il y en a 30%, ils sont perdus. Je les comprends d'abord, parce que tout le monde n'a pas le temps de réfléchir. Et donc ils peuvent basculer de chez Marine Le Pen à chez Jean-Luc Mélenchon, ou chez Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, par exemple. Ou de chez Monsieur Macron, les classes sociales, notamment. Ou de chez Monsieur Macron vers moi, ou vers je ne sais qui. Mais voilà, c'est la démocratie, que voulez-vous. Le plus performant va convaincre, et j'espère que ça sera pas trop manipulatoire la dernière semaine. On est déjà mardi matin. Alors ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il nous reste 4 jours de campagne. Si vous étiez élu, qui est-ce qui vous mettriez comme Premier ministre? Je vous le dirai pas, parce que ça se réfléchit. Intensément. Et puis il peut y avoir ça dépend des accords, Jadot, mais Roussel. Ça, le chef du gouvernement ou la chef du gouvernement sera nécessairement quelqu'un qui est directement en prise avec le programme L'Avenir en commun. Sans doute que s'il y a un deuxième tour victorieux, la composition du gouvernement, d'abord, à mes yeux, associera ceux qui veulent y participer. Et si donc les communistes décident qu'ils sont finalement... Vous les appelez en fait, les communistes et Jadot? Écoutez, j'ai été 2 fois leur candidat.
ils ont toujours eu... Il fait une bonne campagne, non, Roussel? Il fait sa campagne, il l'a fait bien, je crois, il est efficace, Bon, maintenant, chaque communiste, c'est pas un vote de logo, les communistes, c'est pas des robots. Ils réfléchissent, et chacun, bon, tout en étant communiste, peut se dire, ça vaut la peine que je donne un coup de main à Mélenchon. Mais je ferai pas de débauchage. Chacun fait comme il le sent. Jean-Luc Mélenchon, comme la dernière fois, pas de consigne de vote si c'est Macron-Le Pen? Non, mais ça n'aura pas lieu, ça, Macron-Le Pen. Ce sera qui l'affiche? Mais je pense que j'ai une très sérieuse probabilité d'y arriver et que Monsieur Macron ferait bien de se demander si réellement il est certain qu'il va s'y trouver. Vous pensez regardez les courbes. Oui. Regardez les... Encore parce qu'il n'y a plus beaucoup de jours. En quelques jours, ça peut changer, ça peut s'inverser. Ça s'est passé comme ça à toutes les élections. Vous me l'avez vous-même dit il y a un instant. 30 à 40% de personnes qui ne savent pas. Bon, bah très bien, les gens ont entendu. Figurez-vous que vous, moi, on va avoir un débat sur je ne sais quoi, mais la personne qui a aujourd'hui 62 ans et qui se dit, ah ben tiens, en septembre, pouf, ça y est, je suis tranquille, je m'occupe de mes petits-enfants et du club de boules du village, on lui annonce, non, t'en prends pour 3 ans de plus. Si c'est quelqu'un dont le corps est déjà brisé par le travail, eh ben, il se dit, ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ceux qui menacent de s'abstenir, vous leur dites quoi? Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent oui, on les a tous vus déjà. Non, non, mais ça, c'est des propos oui, mais ça existe. Peut-être bien, ça existe, je sais bien, mais vous me demandez ce que je leur dis. Je leur dis non, il faut ayez la dignité de votre pays, de votre démocratie, votez pour qui vous voulez, mais faites-le, c'est votre devoir. Et puis c'est votre droit, donc ça vaut la peine. Si vous ne mêlez pas de la politique, c'est d'autres qui décident à votre place. Hein. Faut pas croire. Hein. Il y aura une décision à la fin. Jean-Luc Mélenchon, un dernier mot sur l'actualité avec cette histoire la mort d'un jeune homme d'origine juive percuté par un tramway. C'était en février. Ça a été repris politiquement par certains. Quelle est votre réaction sur cette affaire? De toute façon, une mort de cette nature, je veux dire, c'est par un accident, nous disait-on jusque-là. Rien que ça, déjà, ça mériterait qu'on y regarde. Et puis, le procureur est saisi, ce qui signifie qu'il y a la famille a fait un boulot magnifique. C'est quand même une question à se poser de savoir pourquoi c'est les familles qui doivent faire les enquêtes. Normalement, c'est la police. Et il est évident que toute la lumière doit être faite et que la motivation éventuelle antisémite, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui passaient, qui disaient c'est clairement antisémite. Alors, si c'est le cas, ça doit être établi en toute clarté pour pouvoir être poursuivi et condamné. Ça va de soi. Mais enfin, vous vous rendez compte, on ne peut pas accepter ça. Qu'on se course comme ça dans la rue, quelqu'un meurt et après, hop, on passe à l'ordre du jour. Non, moi, je pense que la famille a bien fait d'aller au bout, de ne pas accepter, de se résigner. Et je lui exprime toute ma compassion et évidemment, je soutiens sa démarche. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio.